d'abord les thermoplastiques et après les thermodurcissables. Alors, on va d'abord un petit peu les comparer avant de démarrer tout le laïus sur les thermoplastiques. Ce tableau-là, vous n'avez pas besoin de le noter, il est donné sur eCampus pour gagner du temps. Alors, comparons initialement chaque type de matériau, des thermoplastiques et des thermodurcissables. Lorsqu'on les stocke, ceux-là sont à l'état solide. Et comme on le sait, thermoplastique, ça veut dire que ce sont des matériaux qui vont se ramollir, puis fluer lorsqu'on va monter graduellement la température et vont prendre une forme définitive en refroidissant. Voilà. Mais initialement, ils sont à l'état solide. Pour les thermodurcissables, on va utiliser des prépolymères, qui auront un état de liquide visqueux. Et donc, on va exploiter les fonctions qu'il y aura sur ces prépolymères pour pouvoir les réticuler. Donc, de ce fait, ces fonctions peuvent être altérées dans le temps ou parce qu'il fait trop chaud dans l'entrepôt. Et donc, le temps de stockage est beaucoup plus compliqué pour les thermodurcissables qu'il ne l'est pour les thermoplastiques. Eux, il n'y a pas de fonction problématique qui doit durer dans le temps. Juste eux, on exploite leurs propriétés thermoplastiques, ils se ramollissent en chauffant et se solidifient en refroidissant. Donc il n'y a aucun problème de stockage. Par contre, pour les thermodurcissables, c'est problématique. Et donc vous verrez, je l'ai marqué dans un slide, on sera amené à les entreposer dans des hangars réfrigérés pour éviter que les fonctions réactives qui vont nous permettre de réticuler le matériau ne s'altèrent dans le temps. Un point que j'ai abordé, c'est l'affinité qu'il y a entre le renfort et la matrice. Je vais parler plus tard de mouillabilité. Qu'est-ce qu'il va falloir? Il faut que la matrice s'étale sur le renfort et le maximum de contact avec le renfort. On va parler de mouillabilité. Alors, quand on a affaire à un thermoplastique, les thermoplastiques, on va voir des exemples, c'est principalement des polymères avec du carbone et de l'hydrogène. C'est compliqué du coup d'avoir de l'affinité avec les renforts parce qu'il n'y a pas beaucoup de liaisons, par lesquelles liaisons a tendance à se faire. Par contre, dans le cas des thermodurcissables, eh bien, on a plein de fonctions organiques, on a plein d'hétéroatomes, et là, ça va pouvoir donner lieu facilement à des interactions avec le renfort. Donc le point là, l'affinité renfort-matrice est beaucoup moins problématique pour un thermodurcissable. Le moulage, comme je viens de le dire, pour le thermoplastique, on va chauffer notre thermoplastique, qu'il se ramollisse puis se fluidifie et on va le mélanger facilement à notre renfort, le couler dans un moule et après refroidir pour figer le matériau. Ici, il va falloir chauffer nos matériaux, c'est-à-dire le prépolymère, plus d'autres molécules qui vont nous permettre de réticuler la réaction. Donc, on va chauffer pour initier la réaction de réticulation jusqu'à l'obtention d'un réseau 3D bien fini. Donc, on va laisser chauffer pendant un certain temps. Et donc là, c'est un chauffage qui va être continu pendant des temps variables selon les matériaux qu'on va faire. On va voir qu'il y a différents process. Regardons quelques caractéristiques. Alors, la tenue au choc, elle est assez bonne pour un thermoplastique. Il peut assez facilement encaisser les chocs. Là, le fait que ça soit réticulé, c'est un peu plus compliqué parce que du coup, il est moins souple le matériau. La tenue thermique, qui c'est qui va gagner? Eh bien évidemment, c'est le thermodurcissable. La tenue thermique, qu'est-ce que c'est? On va chauffer un matériau polymère. Et quand vous chauffez, vous allez petit à petit dégrader votre matériau polymère. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Vous allez couper des chaînes. Alors, quand on a affaire à un filet, dans le cas du thermodurcissable, si vous perdez une maille, c'est pas très grave, le filet tient encore la route. Mais ici, lorsque vous avez un polymère linéaire, lorsque vous le sectionnez, très vite, les propriétés vont se casser la figure. Donc là, les tenues thermiques des thermoplastiques, elle est bien inférieure, je recommence. La tenue thermique des thermoplastiques est bien plus faible que celle des thermodurcissables. On a évoqué tout à l'heure
le problème du recyclage. C'est difficile dans le cas d'un thermodurcissable. Ça, c'est quelque chose qui est complètement général. C'est pas propre au composite. Hein. Dès qu'on a un matériau réticulé, bah, c'est beaucoup plus compliqué de le recycler. Tandis que pour le thermoplastique, c'est facile, on va rechauffer, on va pouvoir séparer plus facilement, beaucoup plus facilement, le renfort de la matrice, que là, compliqué, on y arrivera. Les conditions de mise en œuvre, ici, bah, c'est simple, j'arrête pas de le répéter, on chauffe, on chauffe modérément, il ne faut pas dégrader le polymère. Donc il ne se passe rien. Par contre, ici, il y a une réaction chimique. Et donc, il faut faire attention, il y aura des conditions opératoires à respecter, pardon, parce que lors de la réaction chimique, il peut y avoir dégagement de vapeurs toxiques et donc il faudra peut-être une installation spécifique pour mettre en œuvre ce thermodurcissable. Voilà, quelques éléments de comparaison qui mettent en évidence des fois l'avantage du thermoplastique et des fois l'avantage de thermodurcissable. Encore une fois, tout dépend ce qu'on cherche. On va privilégier un avantage à un autre pour choisir l'un au profit de l'autre. OK? Donc tout ça, vous l'avez. Je passe. Tout ça aussi, vous l'avez. Donc on va aller assez vite, j'espère. Des exemples de polymères. Des exemples de polymères thermoplastiques. Des exemples de polymères thermodurcissables. Et je vous ai mis, pour visualiser qui est qui, des structures chimiques pour certains polymères. Pas pour tous, il me semble que certains sont plus évidents. En particulier, la première ligne des thermoplastiques, ce sont des polyolefines, polypropylène, polyéthylène, polystyrène. Ça va? Alors, qu'est-ce que j'attends de vous? Donc, voilà, on arrive à la question. J'ai envie de dire, non, il ne faut pas connaître par cœur, mais il faut les reconnaître. Supposons que, je ne sais pas, vous allez parler à votre patron, à votre N, N plus 1, N plus 2, eh bien, je pense que si vous l'appelez Monsieur Truc ou Monsieur Machin, ça ne donne pas un très bon effet. Si vous connaissez son nom, ça fait quand même quelqu'un qui est un peu plus impliqué dans son travail. Donc, si c'est le polymère Truc et le polymère Machin, c'est du même acabit. Donc, je ne vous demande pas de me sortir par cœur la structure, mais j'ai déjà posé l'examen. Je vous donne une structure, je vous donne un nom, il faut associer à minima ces deux-là. Vous donnez le nom. Voilà. Je veux que vous reconnaissiez quel type de polymère dont on parle. La question de sortir en 30 secondes la structure et tous les atomes, non, je ne vous demande pas ça. Mais de reconnaître. Il faut quand même avoir des connaissances, un minimum de connaissances, et connaître les matières premières dont on parle, ça me paraît quand même un minima de ce qu'il faut faire. Voilà, donc un type de question que j'ai pu poser une année, c'était, je donnais des structures, je donnais deux noms, et je devais demander d'associer, et je demandais savoir est-ce que c'est un thermoplastique, est-ce que c'est un thermodurcissable. Voilà un exercice assez classique, où vous forcez, je sais, à les mémoriser, mais sans les connaître toutefois par cœur. OK? On va passer un peu de temps dessus, justement, pour s'en imprégner. Donc, je pense que la première ligne, c'est bon pour tout le monde. Deuxième ligne. Polyéthylène terephthalate, polybutylène terephthalate, acronyme PET, acronyme PBT. Ils sont connus, surtout le PET, c'est toute bouteille d'eau. Je pense que ça fait partie de la vie courante, ce nom PET. Qu'est-ce que c'est? Ce sont tous les deux des polyesters. Donc on voit ici, on a une connexion ester. OK? PET, PBT, ça c'est des polymères ultra connus. Autre type de polymère, polycarbonate, par exemple pour faire des lunettes, des verres de lunettes. Polycarbonate, voici sa structure. Qu'est-ce que vous en pensez? Polyester ou pas? Est-ce que c'est un polyester? Alors on voit que c'est partagé. Si c'est un polyester, dans son nom, il aurait le polycarbonate,
c'est pas ce polymère-là, c'est une famille, les polycarbonates. C'est pas un polyester. Pourquoi? Soyons plus clair en écrivant des choses. Si c'est un polyester, ça veut dire que la connexion entre les motifs est de type ester. Ici, vous avez les connexions entre les motifs qui sont de type ester. Ici, si vous écrivez un motif, le même motif ici avant, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un oxygène. Et ça, c'est une fonction carbonate. Ce n'est pas une fonction ester. Ce n'est pas un polyester. OK? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, polycarbonate, voilà, vous avez cette séquence-là entre deux motifs, et ça, ce n'est pas une fonction ester. Ce n'est pas un polyester, un polycarbonate. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Un polyamide. Je vais donner des exemples plus tard. On va voir. La connexion est de nature amide, comme le dit son nom. Polychlorure de vinyle, bon, tout le monde connaît ça. Après, je vous mentionne des polyéthers, le PPO et le POM, qui sont donnés là. Vous voyez que c'est un segment carboné, un oxygène. On recommence, segment carboné, un oxygène. Donc, segment carboné plus ou moins important ou pas. Des polyéthers. Et après, on a des polymères qui contiennent des atomes de soufre sous forme de disulfure, sous forme de sulfone. J'en parlerai un peu plus loin. Quelle est leur spécificité. OK? Après, je vais juste mentionner les noms et donner une première indication de premier. Polyester, vinylester, les phénoliques, les époxydes, les polyuréthanes, je vais les développer un par un. La question qui peut vous interpeller, c'est pourquoi il y a un polymère qui est dans les deux colonnes. Lequel? Il faudrait faire un choix. Voilà. Il faudrait qu'on me dise, au final, est-ce que c'est un thermoplastique, un thermodurcissable? On ne peut pas me dire un jour c'est l'un et l'autre jour c'est l'autre. Polyester, on pourrait dire, on raconte n'importe quoi, puisqu'il est dans les deux colonnes. Oui, tous les deux, ce sont des polyesters, parce que tous les deux, les motifs seront par des connexions ester. Mais le polyester qui est ici aura dans sa chaîne carbonée, dans son squelette, des doubliaisons qui permettent de le réticuler. Parce que celui-ci, on va pouvoir le réticuler. Ceux-là, on ne peut pas les réticuler. Alors, vous allez me dire, ah, mais ils ont de la doubliaison. Ce sont des doubliaisons dans des noyaux aromatiques. C'est super, super stable. Ça ne se réticule pas, ça. C'est comme si c'était complètement aliphatique, complètement saturé. Donc ça, c'est bien le PBT, le PET, deux polyesters qui ne se réticulent pas. Donc le polyester qui est là est différent parce qu'il aura des doubliaisons carbone-carbone, on va en voir des exemples, qui peuvent se réticuler. Vous voyez la différence? Donc c'est un piège, mais c'est normal qu'on le trouve des deux côtés parce qu'ils ne sont pas pareils. Est-ce que c'est clair? Non. Je continue. Ok. On continue, ça vous l'avez. Alors, on note un peu. Les matrices thermoplastiques, une petite partie va permettre de former des composites haute performantes, mais la majorité va servir à faire cela. Les plastiques de grande diffusion, qu'on connaît, les poly et les fines, PE, polyéthylène, PP, polypropylène, PVC, polychlorure de vinyle, PS, polystyrène. Donc ceux qui sont produits en très grande quantité, qui ne coûtent pas très cher, qui auront les propriétés les plus faibles, et des fois ça suffira. Comme ça coûte le moins cher, si ça suffit, c'est ce qu'il faut faire. Si on veut des propriétés un petit peu supérieures, on utilisera ce qu'on appelle des technopolymères, des noms. Et tout cela fait que ça, si ça conduit à des propriétés mécaniques qui répondent au cahier des charges, eh bien, on va se diriger vers cela que
vers ceux qui seront plus élaborés et qui conduiront à des propriétés haute performance. Et encore une fois, c'est une minorité. Je vous laisse noter ça. Tu peux passer ? Voilà, donc on démarre vraiment toute la partie qui est dédiée au thermoplastique. On va en faire, on va regarder les principaux et essayer de retenir leurs avantages, leurs inconvénients. Donc il y a des choses qui sont données à titre d'information et des choses qu'il faut savoir. Si j'oublie de le dire, tout de suite vous me posez la question. Ok, alors un des polymères thermoplastiques très importants, c'est le polypropylène. Même pas la fin de mettre sa formule. Alors, ce polypropylène, donc c'est un polymère de grande diffusion, son avantage est majeur, ce que j'ai entouré en rouge, c'est sa densité. On n'a jamais, pour les autres polymères, une densité aussi faible. Et on a discuté tout à l'heure l'importance des densités. Ici, si on a une matrice qui est extrêmement légère, eh bien, c'est un avantage capital. Donc ça, c'est son point positif. Ça, c'est super news. Problème, que du carbone, que de l'hydrogène. C'est compliqué pour faire les composites usuels à base de fibres de verre. Eh bien, ils ne s'aiment pas. Et donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. Ok ? Que du carbone, que de l'hydrogène, cette matrice a aucune affinité avec du verre. Qu'est-ce que c'est le verre ? Le verre, c'est un réseau tridimensionnel de siloxane etc., etc., etc. Eh bien, on voit que ces différents atomes n'ont aucune affinité avec du carbone et de l'hydrogène. Et donc, quelque chose qui est ultra connu, c'est qu'on va faire un traitement chimique de la fibre de verre qu'on appelle de l'enzymage.
Et le polymère, eh bien, on va prendre un PP un peu modifié. Non, quelle horreur! Je retiens juste la phrase suivante. Le PP, c'est la matrice thermoplastique qui a la densité la plus faible. C'est simple, c'est court, efficace. Non, non, apprenez surtout pas ces valeurs, quelle horreur. N'hésitez pas à me poser ce genre de questions. Hein. Ce qui suit là, c'est tellement classique, ultra classique, que du coup, ça peut être une question ultra classique aussi à l'examen. D'accord? Ça, apprenez pas ça par cœur. Donc je disais, le vert, c'est ce réseau polysiloxane qui n'a aucune affinité avec les carbones d'hydrogène, les carbones et les hydrogènes du polymère. On va détailler tout ce que c'est que cette enzymage dans les slides qui suivent. Ici, c'est une petite vision globale. C'est-à-dire qu'on va faire un traitement du verre. Ici, c'est le verre qui est traité. Et le PP, en fin de compte, vous voyez que c'est un PP qui n'aura pas que ces motifs. De temps en temps, il y aura aussi des motifs comme ça. Pour faire quoi? Une liaison covalente entre la chaîne de PP et le verre. Et du coup, si au départ ils ne s'aimaient pas, là, ils sont mariés à vie. Liaison covalente, on ne peut pas faire plus fort, plus costaud. Donc, le chimiste a réfléchi, trouvé une alternative au problème. Le problème, c'est, oui, ce PP est super intéressant, il a une densité extrêmement faible, mais il n'aime pas la fibre de verre qui est le renfort le plus usuel. Eh bien, l'astuce, je modifie mon verre et je recommande un PP chez le fournisseur qui n'est pas exactement comme ça. Il n'a pas que ces motifs-là. Il aura principalement ces motifs-là et de temps en temps, quelques pourcents, il y aura des motifs de ce type-là. Et ces motifs vont permettre de le lier de façon covalente au verre qu'on aura traité. On développe tout ça sur les slides qui suivent pour que ça soit plus clair. Je vais effacer mon gribouillis d'abord. Alors, tout ça, c'est photocopié pour que vous passiez plus de temps à m'écouter. Mais vous devez savoir écrire la chimie. Voilà, vous êtes dans chimie et sciences des matériaux, il y a quand même le mot-clé chimie. Donc, il faut savoir un petit peu des choses. Qu'est-ce qu'il nous faut savoir? Alors, si vous avez un groupement SiOR sous l'action de l'eau, de l'air, je ne comprends pas ce que c'est que la limite de pourcentage de renfort. Pour avoir des propriétés mécaniques, on va exiger une certaine teneur en renfort. On va en parler en TP quand on fera un composite. Quelle est la proportion qu'on veut? On va te demander une proportion volume, proportion massique. On va jouer là-dessus en TP. D'accord? Après, ça c'est pour avoir des propriétés mécaniques. Mais pour que ça tienne, pour pas qu'il y ait du délaminage, il faut que de temps en temps, il y ait des connexions. Donc ça peut être des interactions, des liaisons hydrogènes, ou le meilleur qui soit le plus solide, c'est carrément une liaison covalente. Donc là, on a soigné le mal par quelque chose d'extrêmement costaud. On va créer des liaisons covalentes. Alors la chimie, c'est quoi? Le verre, ici, ça représente du verre. Si vous avez des SiOR, de toute façon, ils finissent toujours par s'hydrolyser et on obtient un silanol SiOH et on libère ROH. Maintenant, si vous faites réagir un SiOR avec un SiOH, ça va se condenser et un petit coup du lasso, il part une molécule d'alcool. Si vous faites condenser un silanol avec un silanol, c'est pareil, ça se condense. La seule différence, c'est que la petite molécule est éliminée, coup du lasso, c'est une molécule d'eau. Mais à chaque fois, ça permet de faire quoi? De lier de façon covalente ce Si à ce Si via un atome d'oxygène. Ça, c'est le premier point qu'il faut avoir en tête pour comprendre la suite. L'autre point qu'il nous faut connaître ou se rappeler, c'est que cette fonction, qui est une fonction anhydride, réagit avec une fonction amine en ouvrant le cycle
pour former d'un côté, après ouverture de site, une fonction acide carboxylique et de l'autre côté, une fonction amide. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail. Si vous voulez aller voir, c'est des mécanismes qu'on appelle addition-élimination. Voilà. Ce n'est pas l'objet du coup de faire un cours de chimie organique. On va juste énoncer le bilan. OK? Ça, c'était les connaissances qui nous sont nécessaires à comprendre la suite. Maintenant, reprenons notre cas concret. Le PP. J'avais dit que le polypropylène initial, qui était constitué que de ce type de motif, ne me convenait pas. Donc, on a appelé le fournisseur, on lui a dit, moi je voudrais que dans la chaîne polymère, de temps en temps, de façon aléatoire, il y a ce monomère qui soit aussi copolymérisé, qui soit aussi inséré. Ne vous laissez pas perturber peut-être par sa forme inhabituelle. Qu'est-ce que vous savez? Vous avez un monomère, quand vous le polymérisez, vous ouvrez sa double liaison et vous obtenez ce motif. C'est exactement pareil. Vous avez un monomère ici avec une double liaison, quand vous le polymérisez, vous l'insérez en ouvrant sa double liaison. Oui, c'est un monomère un peu particulier, il est cyclique. Oui, ça va donner un motif un peu particulier, il est cyclique, mais la philosophie, c'est la même. Les deux s'insèrent, les deux polymérisent par ouverture de leur double liaison carbone-carbone. Donc, je reprends l'histoire, le PP initial ne nous convenait pas parce qu'il n'avait aucune affinité avec le verre, donc l'idée c'est de demander au fournisseur qui synthétise un PP contenant quelques pourcents de ce motif-là, qui va nous permettre, grâce à la présence de ces motifs-là dispersés dans la chaîne de PP, d'accrocher de façon covalente la chaîne polymère au verre. Comme ça, si ça ne s'émet pas, eh bien, de toute façon, ils seront liés de façon extrêmement solide par une liaison covalente. On ne peut pas faire plus solide. On continue. Donc ça, vous l'avez, hein. Alors, ça, cette partie-là, c'était pour parler du PP. On dit est complètement statistique. C'est une relation radicalaire qui fait que ça va s'insérer de façon aléatoire dans la chaîne. Et ça nous suffit. Voilà. Donc statistiquement, il y aura à peu près le même espace entre les motifs. Et puis si de temps en temps il y a quelques égalités, c'est très anecdotique par rapport à la dispersion statistique. Donc ça, pour ce qu'on veut faire, c'est complètement satisfaisant. Ça suffit. Même si de temps en temps, entre deux motifs comme ça, il y aura, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 1000 unités PP, et puis de l'autre côté, il y en aura 1005. Un écart de 5, on s'en moque. Ok? On retient que de temps en temps, il y a ces petits motifs-là. Donc ça, c'est pour parler du PP. On va parler aussi du verre qui, initialement, ne donnait pas satisfaction. 9. Non, il faut pas trop faire de points non plus. Il ne faut pas être excessif parce qu'il faut qu'on garde les propriétés intrinsèques du polypropylène. Donc, si on veut garder les propriétés intrinsèques du polypropylène, c'est le motif majoritaire. Donc, ça va être quelques points, c'est par là. On regarde maintenant le verre. Alors, encore une fois, tout ça, c'est photocopie. Le verre ne nous donnait pas aussi satisfaction. Donc, on va faire un traitement. Donc, ça, c'est l'enzymage. Donc, l'enzymage, c'est faire réagir le verre. Donc, la surface du verre, elle est grisée. À sa surface, on a des fonctions SiOH. Et je vais la faire réagir, cette surface-là, avec cet agent de couplage. Avec mon petit rappel de chimie, qu'est-ce que je vous ai dit? Une fonction SiOL va réagir avec une fonction SiOH en faisant une réaction de condensation. J'élimine une molécule d'alcool et je joins ce Si à ce Si contenu dans le verre via cet hétéroatome. Alors évidemment, quand on est en milieu atmosphérique, il y a de l'humidité dans les produits, il y a de l'humidité dans l'air. Tous les SiOR de l'agent de couplage
vont finir par s'hydrolyser et même s'ils ne vont pas réagir avec les fonctions SiOH du verre, vont se transformer de SiOR à SiOH à cause de l'humidité dans les produits, dans l'air. C'est pas ce que je voulais mettre en évidence. Là, c'est de mettre en évidence que j'ai joint de façon covalente mon agent de couplage à mon verre. Ça, c'est pour la partie droite de l'agent de couplage. Et maintenant, la partie gauche de l'agent de couplage, une fois que j'ai traité mon verre, va aussi réagir avec les quelques motifs maléiques qui ont été dispersés dans la chaîne de PP. Donc, de l'autre côté de l'agent de couplage, une fois qu'il aura réagi avec le verre, on fait ça en 2 temps. On traite le verre avec l'agent de couplage, et après la partie gauche de l'agent de couplage va pouvoir réagir de façon covalente avec les motifs maléiques dispersés dans la chaîne de PP. Et on vient de faire maintenant la deuxième connexion entre la partie gauche de l'agent de couplage et la chaîne polymère. Conclusion, la chaîne polymère est liée via ce segment-là, via ce petit enchaînement. La chaîne polymère est liée via cet enchaînement au verre. On a lié tout ça grâce à ces liaisons covalentes, le polymère au verre. Ils ne s'aiment pas à l'origine, on les a forcés à être connectés parce qu'il y a de plus solide une liaison covalente. Ok? Voilà, donc ça c'est ultra classique. L'enzymage, je répète, c'est le traitement du verre. Et après, on a fait une réaction de couplage entre la partie gauche de l'agent de couplage et notre polymère, modifié PP. Est-ce que c'est clair? Alors ça, c'est vraiment, je ne sais pas comment le dire, c'est ultra classique. L'enzymage du verre, c'est... Donc je pense que Madame Là va aussi vous en parler. Est-ce que vous avez des questions? Alors, après, ce qu'il faut, c'est bien doser effectivement le nombre de connexions qu'il va y avoir. Et encore une fois, c'est quelques pourcents sur la surface qui sont suffisants pour adhérer l'un à l'autre. Voilà. Et ça va résoudre notre problème que on va forcer l'affinité entre les deux. Et donc, on va éviter qu'il y ait des porosités dans notre matériau. Après, effectivement, on voit qu'on suggère, c'est Jules qui mentionne ça, des liaisons hydrogènes. Effectivement, je vais parler de liaisons hydrogènes pour d'autres polymères. Je ne l'ai pas mentionné ici, mais tout à fait raison, qu'il va y avoir aussi des liaisons hydrogènes entre le OH du silanol et puis le groupement acide. Mais comme la liaison la plus solide, c'est la liaison covalente, c'est effectivement celle que j'ai tendance à ne parler que d'elle. On peut mettre directement sur les fibres de verre. Alors, encore une fois, les revêtements, c'est du multicouche, ce n'est pas le propos du cours. Après, ce que je vais parler à la fin du cours, parce que vraiment, cette affinité entre les deux, elle est capitale, et si à l'origine, elle n'existe pas, eh bien, il faut qu'on trouve des astuces. Elles peuvent être d'ordre chimique, comme l'exemple que je vous présente, ou alors on peut faire des traitements physiques que je vous présenterai en fin de cours. Donc on évoquera des traitements de surface, des renforts, pour qu'ils aient une meilleure affinité avec la matrice. Ok? Je vais effacer tout ce rajout. C'est bon, je continue? Ok, donc j'insiste, je vous demande de passer du temps sur cette technique de couplage. On reprend, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on apprend dans tout ça? Le polypropylène, on sait que c'est un polymère de grande diffusion.
Face à valeur numérique, on sait que c'est le polymère qui a la densité la plus faible. Son défaut, c'est qu'il n'a aucune affinité avec le verre. La solution, traiter le verre par de l'enzymage, et après utiliser un PP un peu modifié pour faire ces liaisons covalentes entre le PP un peu modifié et le verre traité. Voilà. Donc le slide capital, pour bien comprendre un peu la finalité, c'est celui-là. Le slide précédent, c'est pour que vous compreniez un peu mieux tout ça. Ok? J'avance. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est quoi, Zoé? Désolée, ça va être plus simple si je parle là. Oui, t'as raison. Mais on est d'accord que le renfort, c'est le verre et que la matrice, c'est le polypropylène. Tout à fait, tout à fait. Et donc, il y a forcément plus de matrice, enfin une proportion plus grande de matrice que de renfort. La majorité du temps, oui. Mais plus tu veux des matériaux performants et plus tu vas monter en renfort. Encore une fois, on discutera de valeur numérique en T. On est bien d'accord? C'est la matrice dans laquelle tu disperses, dans la majorité des cas, une quantité plus faible de renfort. Ok. Mais du coup, là, pour l'enzymage, faut forcément un renfort et un polypropylène. Donc les proportions, elles vont être à peu près les mêmes au final. Non, je ne vois pas pourquoi. Pourquoi veux-tu que ça soit les mêmes? Je n'ai pas bien compris pourquoi. Parce que s'il y a, comme sur l'équation que vous avez mis sur ce diapo, il y a forcément un polypropylène, un motif de polypropylène avec l'anhydride maléique, l'agent de couplage et la fibre de verre. Alors, on va faire un petit dessin. Supposons que tu utilises la fibre de verre discontinue. Il y a plein de petits morceaux partis dans le matériau. Donc ça, c'est la fibre de verre. Hop, je vais la couleur. Ça va bien marcher. Maintenant, de temps en temps, donc, j'ai des polymères, des chaînes polymères, et de temps en temps, je vais avoir une connexion. Une connexion. Je n'ai pas dit que j'exploite toutes les connexions possibles. Je n'exploite pas tous les SiOH. Je n'ai pas dit que j'exploitais forcément tous les anhydrides maliques. De temps en temps, je vais faire une connexion entre une chaîne polymère et la fibre de verre. Je vais donc faire une chaîne polymère et je vais faire une connexion, ici une autre chaîne polymère, je vais faire une connexion. Et je n'exploite pas forcément toutes les fonctions. Il faut juste faire un nombre de connexions suffisantes pour que ça soit un matériau solidaire. Voilà. Est-ce que j'ai été plus claire? Donc, il faut que je mette la même quantité. Dans la majorité du temps, notre renfort est en quantité inférieure. C'est quand même la matrice qui va être en quantité plus importante. Mais on verra qu'on va monter des fois à des quantités importantes en renfort. Et tout dépend si on parle en quantité, fraction massive, fraction volumique. Ok? Ok, mais désolée, mais pourquoi justement ça se lit pas partout? C'est la gêne. Ah oui, voilà, tu le vois là, tu as une gêne stérique. Imagine que si j'ai utilisé ce SiOH, celui-là, eh ben, il ne va pas être utilisé parce qu'il est déjà encombré par le segment que j'ai connecté. Donc il ne va pas attendre bien plus loin un autre SiOH pour qu'il ait de la place et trouver statistiquement un motif malique. D'accord. Et il y a aussi le fait que les motifs anhydride malique, là, eh bien, ils sont en quelques pourcents. Donc, il n'y en a pas beaucoup sur la chaîne polymère. Donc, tu as les deux qui sont liés. La gêne stérique, pas question de faire la réaction chimique sur deux SiOH consécutifs. Il y en a un qui, une fois qu'il est accroché, il gêne ceux d'à côté. Hein. Et puis, au fait, c'est que, statistiquement, il faut qu'un SiOH trouve en face de lui un motif anhydride malique. Et lui, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est pour ça que dans mon petit croquis, là, eh bien, j'ai fait que de temps en temps une connexion entre ma fibre de verre qui est verte, là-bas,
et puis une chaîne polymère. J'ai rajouté des petits traits pour les lier de temps en temps. Ok? Est-ce que j'ai plus de questions? Oui, ouais, ok, merci. Bien. Alors, on continue. Autre thermoplastique très important, c'est les polyamides. Donc les polyamides, ça veut dire quoi? Que les motifs sont liés les uns aux autres par des motifs amides. Ici, si je redessinais le même motif juste avant, eh bien j'aurais cette jonction-là, et donc ça c'est bien une jonction de type amide. Ok? Donc un polyamide. Alors ce sont des nylons, souvent c'est appelé nylon, et on met 2 chiffres. Alors, on peut dire polyamide 6,6, on peut dire nylon 6,6. Qu'est-ce que ça veut dire ces chiffres? Alors, ils ont une signification. C'est le nombre de carbone que l'on a dans chaque type de molécule. Le nylon 6,6, il a été synthétisé en utilisant une molécule de diamine. Je le regarde en voyant ma structure ou en comprenant le code qui est indiqué ici. 2 chiffres, 2 monomères. Premier chiffre, carbone du monomère diamine. Deuxième chiffre, on peut changer de couleur, c'est le monomère diacyle et ça spécifie le nombre de carbone qu'il contient. Et donc, c'est vrai que là ça demande un petit effort. Il faut savoir qui est le premier chiffre, qui est le deuxième chiffre. À quoi correspond le premier chiffre, à quoi correspond le deuxième chiffre. Parce que ce n'est pas forcément les mêmes nombres. Ici, le hasard veut que le polyamide le plus connu, c'est le 6,6. Et il y en a d'autres, le 6,12. Et donc, le premier chiffre, nombre de carbone du monomère diamine, et nombre de carbone, deuxième chiffre, nombre de carbone du monomère diacyle. Ok? Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc ça, c'était pour comprendre un petit peu l'élation. Maintenant, qu'est-ce qu'il caractérise? Il est intéressant à utiliser en contact avec l'huile parce qu'il a une très bonne résistance à l'huile et donc il peut être utilisé sous le capot des voitures. Son gros problème, donc ça c'est le sourire. Son gros problème, c'est ça. C'est que c'est un polymère qui adore l'eau. S'il adore l'eau, il pompe l'eau énormément. Et donc, en poids, il peut gonfler, il peut prendre beaucoup, il peut prendre jusqu'à 6% en plus de son poids. Et la conséquence, c'est que l'eau, c'est une petite molécule. Il peut plastifier le matériau. On en a déjà parlé au premier semestre. Qu'est-ce que fait un plastifiant? D'habitude, on l'introduit parce qu'on a un objectif. C'est de baisser la transition vitreuse. Là, ce n'est pas notre objectif, mais ça fait le même rôle. L'eau va plastifier le polymère. Conséquence catastrophique, la TG peut descendre de 70 degrés, juste parce qu'on l'a gorgé d'eau. Il a pompé toute l'humidité présente dans l'atmosphère ou présente dans les matériaux qu'il est en contact, et on a perdu 70 degrés. Ici, quand on est à 20 degrés, on est dans son plateau vitreux. Ici, quand on est à 20 degrés, on est dans son plateau caoutchouteux. Il n'a plus du tout les mêmes propriétés, c'est la catastrophe. On ne peut pas avoir un matériau selon la saison à laquelle vous l'utilisez et une propriété et à une autre saison à une autre propriété. C'est pas acceptable. Donc ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème, le fait qu'il adore l'eau. Pourquoi il adore l'eau? Parce qu'il va former des liaisons hydrogènes. Ici, typiquement, on a un proton porté par un azote, et bien une très grande affinité avec les molécules d'eau. Pareil avec cet oxygène et les molécules d'eau. Donc il se forme énormément de liaisons hydrogènes, et donc voilà, c'est le résultat parce qu'il aime beaucoup l'eau. Conséquence, la TG tombe de façon catastrophique. Ça, c'est très très mauvais. Donc l'idée, le chimiste y réfléchit, l'idée, eh bien, s'il est trop hydrophile, il faut augmenter son caractère hydrophobe. Qui c'est qui apporte son caractère hydrophobe? Les carbones et l'hydrogène.
Et donc, l'idée, c'est de travailler avec des polyamides qui possèdent un nombre de carbone bien plus important. Ici, entre les différents hétéroatomes, on avait 6 carbones. Ici, entre les hétéroatomes, on a 10 carbones. En augmentant le nombre de carbones, eh bien, on va diminuer l'hydrophilie du polymère et donc limiter ce point négatif. Alors, ici, vous voyez que c'est un polyamide 11, un seul chiffre, un seul monomère. Et ça veut donc dire que le monomère utilisé, à lui tout seul, porte les deux fonctions antagonistes. La fonction amine d'un côté, gauche, et la fonction acide de l'autre côté. Un seul chiffre, un monomère. Deux chiffres, deux monomères. Chaque monomère ici portant un type de fonction. Le premier monomère, la fonction amine. Le deuxième monomère, la fonction acide carboxyle. Un seul chiffre, un seul type de monomère. Il doit porter les deux fonctions antagonistes à chaque extrémité. Donc ça, c'était pour comprendre encore la nomenclature. Qu'est-ce que ça veut dire quand on a... Mince, il manque un point là. C'est parce que le PA66 n'existe pas. Le PA6.6, ça existe. OK? Donc, l'idée, on a compris le défaut du polyamide le plus usuel, le nylon 6,6. Eh bien, l'idée, c'est que si on veut qu'il ne se plastifie pas comme ça selon l'humidité qu'il y a dans l'atmosphère ou les matériaux auxquels ils sont en contact, eh bien, on va augmenter la chaîne carbonée entre les hétéroatomes. OK? Est-ce que c'est clair? Encore une fois, voilà, le tableau, il n'est pas à prendre par cœur. Je vous laisse noter. Alors, après, encore une fois, là, je parle de façon extrêmement générale et en face, je ne mets pas l'application. En face, je ne mets pas le cahier des charges. Donc, effectivement, en fonction de l'application, eh bien, il faudra peut-être aussi regarder d'autres paramètres que ceux que j'évoque. Là, j'essaie de faire simple pour avoir quelques idées générales pour chaque matrice usuelle. Voilà. Mais effectivement, il faut regarder le tout. Je ne sais pas si Thelma a bien compris la remarque de Jules, enfin, l'origine de sa remarque. Effectivement, les polyamides sont des matériaux qui ont des propriétés mécaniques extrêmement intéressantes parce qu'il y a ce qu'on appelle un réseau de l'isohydrogène entre les chaînes polymères. Un réseau de l'isohydrogène en utilisant le H porté par l'azote d'une chaîne et l'hétéroatome d'une autre chaîne. Donc si vous diminuez la teneur en hétéroatome, il y a moins de l'isohydrogène et le matériau a donc des propriétés mécaniques moins performantes et plus souples. Je ne sais pas si vous aviez perçu ça. Voilà, donc à chaque thématique, il faut essayer de trouver une solution. J'ai rebondi un petit peu sur la marque de Jules, qui n'était pas forcément ce que je voulais dire à l'origine. Les polyamides, ce sont des matériaux polymères qui sont réputés pour avoir des bonnes propriétés mécaniques. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de liaisons hydrogènes qui se créent entre différentes chaînes. Mais ces liaisons hydrogènes se font là où il y a de l'hétéroatome. Donc si vous utilisez un matériau où vous diminuez la teneur en hétéroatome, le réseau de liaisons hydrogènes est moins important. Donc, matériau plus souple. Est-ce que c'est clair là-dessus? Okay. Je vais effacer ce que j'ai pu rajouter.
Ok, donc on retient encore une fois, l'idée c'est que pour chaque matrice, on retient quelques idées générales. On ne retient pas un catalogue. Je continue, si vous me l'autorisez. On continue. Qu'est-ce qu'on peut dire des polyesters? Donc, je l'ai fait exprès, j'ai mis, puisqu'on est en train de parler des thermoplastiques, j'ai mis polyester saturé. Ça veut dire que quand on a un noyau aromatique, on l'ignore, même s'il y a de la double liaison. S'il y avait une double liaison entre ces deux carbones, ça serait un polyester insaturé. Ça, je ne peux pas l'exploiter pour faire de la réticulation. Donc on le met dans la catégorie qu'on appelle polyester saturé. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces polyesters saturés? J'ai donné deux principaux, le PET et le PBT. Donc là, ici, ce sont les caractéristiques propres au PET. Vous avez tout ça sur eCampus. Ce sont des connectiques esters. On sait que les connectiques esters s'hydrolysent assez facilement et donc cassent la chaîne polymérique pour donner deux fragments qui ont à leur extrémité une fonction acide carboxylique et une fonction alcool. Donc si ça se casse ici, j'aurai un segment de chaîne qui se terminera par une fonction acide et puis une autre chaîne ici qui aura à sa gauche une fonction alcool. Ok, donc ça va être son défaut. Ça, c'est le bonhomme qui fait la... Ah, c'est vraiment un problème. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un polymère qui est intéressant si vous cherchez de la rigidité. Dès que vous avez des noyaux aromatiques, ça confère à la chaîne polymère de la rigidité. Donc, si vous cherchez de la rigidité, c'est un polymère qui est intéressant. Si on compare ce polymère-là au polymère polyamide 6,6, eh bien, il n'y a pas de fonction amide, eh bien, il va pomper beaucoup moins l'humidité. Je n'ai pas dit qu'il n'aimait pas complètement l'eau, parce qu'il y a des hétéroatomes, mais l'affinité est quand même beaucoup moins importante que celle qu'on trouve avec les polyamides. Donc, du coup, il se plastifie très peu. Sa TG est très peu affectée par de la teneur en eau. Elle reste à peu près 75 degrés Celsius. Donc, le problème des polyamides n'existe pas pour les polyesters. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir? C'est la rigidité, ça peut être intéressant si c'est ce que vous voulez exploiter. Sa faiblesse, c'est l'hydrolyse. Alors, quelles vont être les conséquences de cette faiblesse? C'est qu'on va avoir des chaînes qui vont se couper pour donner des chaînes plus courtes. Ici, j'aurai une fonction acide carboxylique. Ici, j'aurai une fonction alcool. Okay, je sectionne ma chaîne et puis je le fais une fois, deux fois, plein de fois. Conclusion, on obtient des petits fragments de chaîne plus petits. Et si les chaînes sont plus petites, eh bien, les interactions entre ces fragments plus petits est plus facile et donc ça va faciliter la cristallisation. Et la conséquence, c'est que votre matériau peut cristalliser beaucoup plus, 35% à 55%, et si trop de cristallinité, trop c'est trop, la matrice devient fragile. Donc ça, c'est le problème. Et le dernier point qu'on peut connaître, c'est que c'est un polymère qui est intéressant parce qu'il a une faible viscosité. Je vais beaucoup parler de la viscosité. Il faut que la matrice imprègne le renfort. Il faut que ça se mélange. Il faut qu'il y ait du contact. Et si je pars de quelque chose, d'une matrice super visqueuse, eh bien, ça ne s'annonce pas très bien. Donc, le fait qu'il y ait une faible viscosité, ça, c'est un point positif. Ok? Donc, en conclusion, le problème majeur va être l'hydrolyse. Donc, attention à son utilisation. Alors, évidemment, c'est une hydrolyse à chaud. On sait que les PET, les bouteilles d'eau, là, elles ne s'hydrolysent pas toutes seules comme ça à 20 degrés. Ok?
Voilà, donc les idées générales à apprendre, c'est l'intérêt de ce polymère pour sa rigidité. L'intérêt, c'est qu'il absorbe très peu l'eau, donc très peu plastifié. Son défaut, c'est qu'il a tendance à s'hydrolyser, qui va induire une hausse de la cristallinité et donc fragiliser la matrice. Et un intérêt, c'est qu'il y a une faible viscosité, donc la mise en œuvre va être facilitée. Voilà, en général, les petits baratins, c'est ça qu'il faut retenir. Je vais effacer ce que j'ai pu écrire. Est-ce que je vous ai laissé assez de temps pour noter? Ok, donc on avance. On approche de la fin des thermoplastiques. Finir. Alors, là non plus, j'ai pas de réponse. C'est plus tu chauffes, plus ça va vite. Moins tu chauffes, plus ça prend de temps. Et voilà, c'est pas une réponse quantitative que je te donne. Ok? Toute réaction chimique. Dernier aspect que je vais parler pour les thermoplastiques, ce sont les thermoplastiques qui vont mieux résister en température. On avait dit que c'est la grande faiblesse des polymères et donc c'est problématique lorsqu'on veut les utiliser à haute température. Donc, dans les thermodurcissables, ça sera plus facile grâce à leur structure tridimensionnelle. Toutefois, dans les thermoplastiques, si on les choisit bien, certains vont sortir du lot par rapport aux candidats précédents. Ça, c'est vous est donné sur eCampus. Il n'y a rien à apprendre là-dessus. La seule chose que je vous dis, c'est reconnaître qui est qui. Pour vous aider. PEI, c'est un polyéther imide. Éther, ça va, éther. Voilà. Vous avez une fonction éther ici. Vous avez une fonction éther ici. On va faire un petit aparté. J'ai déjà évoqué la liaison suivante. C'est un C, hein. Ça, c'est quoi comme fonction organique? Quelqu'un peut me le mettre dans le chat? Qu'est-ce que c'est comme fonction organique que j'ai dessinée? C'est double O, oxygène, et de nouveau, c'est double O. C'est bien, anhydride. Eh bien, vous prenez le cousin de l'anhydride en remplaçant l'oxygène central par un azote, et vous avez le cousin qui s'appelle imide. Et donc là, vous avez une connexion imide. D'où le nom de ce polymère, polyéther imide. Tout ça, c'est pour vous aider à les reconnaître. Ok? Est-ce que ça va? Alors, la seule différence, c'est que l'oxygène, il est divalent, il est lié 2 fois, alors que l'azote, il est lié 3 fois, il est trivalent. Ça, c'est la nature intrinsèque de ces deux atomes. Ok? Mais ils sont cousins, c'est très similaire. Alors, c'est vrai que la fonction imide est beaucoup moins connue par les étudiants que la fonction anhydride. Petit aparté pour les reconnaître. Ici, disulfure, c'est chaîne carbonée, un S, une chaîne carbonée, et sulfone, c'est cette fonction organique. Donc, on a des fonctions éther, carbone, O, carbone, éther, et de temps en temps des fonctions sulfone. Ok? Etc. etc. C'est pour vous aider à mieux visualiser et comprendre les noms. Encore une fois, je vous les demande surtout pas de me sortir les structures par cœur. Pas question. On va juste voir qu'est-ce qu'on doit retenir de ce slide. Il y a de l'information et qu'est-ce qui est à retenir. Ce sont tous des polymères qui résistent bien en température. Quel est leur point commun d'après vous? Pas tous ces polymères. Alors, si je prends la réponse de Jules, si le est à l'origine de ces propriétés thermostables, je devrais en avoir dans tous les polymères. Ou que dans les 3 derniers.
Ils ne sont pas réticulés. Ça, c'est une très mauvaise réponse, Gabriel. Ce sont des chaînes linéaires. Il faut un filet de pêche pour que ça soit réticulé. Là, ce sont des chaînes linéaires. Bon, elle est peut-être un peu tordue parce qu'on a respecté l'angle des liaisons, mais c'est quand même une chaîne linéaire. Tu vois, c'est un spaghetti, quoi. Ce sont que des thermoplastiques que je présente. Et quelqu'un m'a donné la bonne réponse. Pourquoi ces thermoplastiques se distinguent des précédents? Pourquoi ces thermoplastiques sont plus résistants en température que les précédents? Parce qu'ils ont tous en commun les noyaux aromatiques. Et les liaisons hydrogènes, ça se casse très facilement en chauffant. Donc ça, c'était pas du tout une bonne réponse, Elie. Ok? Donc comment vous reconnaissez ces polymères? C'est pas grave. On est là pour apprendre. Comment vous allez reconnaître ces polymères qui ont des propriétés thermostables? Ils sont bourrés d'aromatiques. Voilà, tout de suite, on les reconnaît. D'accord? Alors après, je vous ai mis quelques petites variantes. Pour chacun, c'est pas à prendre. Vous voyez que certains sont semi-cristallins, certains sont amorphes. Il y en a qui résistent mieux aux produits chimiques que d'autres. Anecdotiques, c'est des petites informations. Ce que je veux que vous reteniez, c'est comment les reconnaître. Ce sont des thermoplastiques, ce sont des chaînes linéaires, ils ne sont pas réticulés. Et pourquoi ils résistent en température? Parce qu'ils sont bourrés de noyaux aromatiques. Et ça, c'est extrêmement stable. Ok? Est-ce qu'il y a des questions? Eh bien, on continue. J'ai un dernier exemple, je crois, sur le slide qui suit. Donc, là, il y a un vide. Voilà. Dernier exemple de thermoplastique qui résiste bien en température. Alors, ici, il est super droit. Là. Je pense que ce qui vous a troublé dans il est réticulé, c'est que lui, il a un peu tordu parce qu'on a un peu plus respecté les angles de liaison. Dans les autres, on n'a pas respecté les angles de liaison. Mais c'est tous des polymères qu'on appelle linéaires, qui sont donc non réticulés. Le dernier exemple que je vous donne, qui est extrêmement connu, s'appelle PIC. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardons un petit peu pour ne pas faire bêtement les choses. On a éther, une fonction éther. On a encore une fonction éther. Et on a une fonction cétone. Et en anglais, cétone, c'est donc kétone. D'où le cas qui est ici. Ok? Encore une fois, c'est un polymère qui va extrêmement bien tenir en température, grâce à qui? C'est les noyaux aromatiques. Voilà, après vous trouvez quelques petites informations que je vous ai mis en plus, mais je vais insister uniquement à l'oral, là, sur ce que vous devez connaître. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, on continue? Alors, on efface. Eh bien, je pense que j'arrive à la fin des thermoplastiques. Et voilà, on démarre la deuxième sous-partie, c'est-à-dire l'autre type de matrice, les matrices thermodurcissables. Alors, pour l'instant, je laisse un certain flottement sur certains vocabulaires. Il n'y a pas de question, je le dirai plus tard. Je vais parler des polymères thermodurcissables. Quels sont les paramètres qu'il faudra prendre en considération? Il faut que la réticulation se passe bien. Il faut que l'affinité, le mouillage des fibres se passe bien. Donc la viscosité est capitale et c'est un vrai problème parce que ce n'est pas inné. Autant précédemment, un thermoplastique, si vous voulez qu'il soit de plus en plus visqueux, vous augmentez un peu la température. Hop, la solution est réglée. Ici, c'est plus compliqué parce que tout de suite, on va avoir des problèmes de viscosité. Ça va être un point important à regarder. Qu'est-ce que c'est? Temps de vie en peau. Vous allez faire une réaction chimique, une réaction de réticulation. C'est-à-dire que vous allez tout mélanger, le prépolymère, un autre type de molécule pour faire les jonctions entre chaînes, et le renfort. Et la réaction chimique va se faire. Il ne faut pas que la réaction chimique aille trop vite, parce que si ça va trop vite, c'est tout de suite figé. C'est tout de suite trop visqueux.
Donc, j'ai pas eu le temps de bien disperser mes renforts dans la matrice. Donc, il y a ce problème-là qu'il faudra doser. Il faut donc avoir une idée avant de mettre en forme le composite, c'est d'avoir quel est ce qu'on appelle ce temps de vie en pot. Donc, c'est le temps qu'il y a entre je mélange tout et la viscosité maximale à partir de laquelle je ne peux plus bien mélanger. Donc, il faudra faire attention en TP. Quels sont les composés, les matières premières qu'on vous donne? Est-ce que c'est adapté à votre TP? Parce que si vous avez un temps de vie en pot de 1 heure, eh bien, il ne va pas falloir papoter avec le voisin pour mettre en forme votre composite. S'il est de 50 heures, ça va, on a le temps d'expliquer des choses. Voilà, donc ça sera vraiment un paramètre qu'il faudra regarder. Ok? Encore une fois, il faut adapter la matrice à ce qu'on veut faire. Si on a une mise en œuvre qui est lente, on va prendre tel type de matrice, tel type de résine. Si par contre on sait qu'on peut être efficace, eh bien on va prendre quelque chose qui réticule plus rapidement. Ok? La réticulation, qu'est-ce que c'est? C'est des réactions qui vont joindre des chaînes polymères les unes entre elles. On va en faire une connexion, 2 connexions, 3 connexions, mais la réaction n'est pas finie. C'est quand on aura fait toutes les connexions que la réaction sera finie. Donc il y aura un paramètre en compte, c'est la durée de polymérisation. Parce que plus vous aurez finalisé le matériau, plus vous aurez avancé dans la chimie, plus le matériau sera résistant. Voilà, il faut faire toutes les connexions, pas que quelques-unes. Donc là, il y aura durée de polymérisation à regarder. Après, il faut que votre matrice, il ne faut pas non plus qu'elle soit trop réticulée parce qu'il faut qu'elle puisse être suffisamment souple. Il faut qu'elle s'allonge. Il ne faut pas qu'elle casse avant le renfort. La matrice, c'est le relais. Je dois relayer la sollicitation extérieure au renfort. Je ne dois pas casser avant. Donc, il y aura aussi ce point-là à regarder. Et puis, on va parler de transition vitreuse. Je vous laisse noter déjà le début du slide. Et après, je commente là-dessus. Alors, je parle de la fin du slide. Les résines thermodurcissables, on va trouver différentes familles. Je les ai classées par tonnage croissant. Je vous demanderai de savoir ça, je pense que ça fait partie de la culture, de connaître ces 3 types de résines, leur nom, les résines polyester, et pour les réticuler, j'insiste bien maintenant,
insaturées. Dans les thermoplastiques, c'était des résines polyester saturées, même s'il y avait des noyaux aromatiques. Hein. Ici, c'est des insaturées. C'est celles qui vont être produites en plus grande quantité. Après, on va trouver des résines de condensation et on va trouver en dernier lieu, au tonnage moins important, les résines époxy. Pourquoi celles-ci sont en tête de façon indéniable? Elles ne coûtent pas cher et vraiment elles correspondent au mot que je vous avais dit. Les composites, ce sont des matériaux à façon. Vous pouvez faire des matrices polyester complètement rigides, semi-rigides, souples. Vous pouvez complètement l'adapter en fonction de votre cahier des charges, en choisissant les bons monomères diacides, diols, que vous allez utiliser pour les synthétiser, ou que le fournisseur va utiliser pour les synthétiser. Mais vraiment, c'est un matériau à façon. Il aura les propriétés que vous demandez. C'est vous qui choisissez, en fonction de votre exigence, on vous donnera tel type de polymère, de polyester. Et en plus, il ne coûte pas cher. Donc ça fait qu'ils sont en tête. Ok? Je vous laisse noter ces 3 lignes et après je continue. Alors, on va commencer par donner des généralités avant de voir les différentes familles de résine thermodurcissable et puis dans des familles, des petites variantes possibles. Est-ce que je peux passer? Ok, et bien on continue. Encore des notions générales. Je vous ai dit que pour faire un composite à base d'une matrice thermodurcissable, on va utiliser un prépolymère. Voilà, des petites chaînes linéaires, métropolymères, qui possèdent des fonctions réactives pour pouvoir qu'elles soient réticulées. Et du coup, j'ai dit que pour la sauvegarde de ces fonctions réactives, eh bien, ça nécessite un stockage à basse température. On ne peut pas les laisser dans l'entrepôt, en plein soleil, dans le désert. Elles vont réticuler dans le conteneur avant de leur utilisation. Ok? D'abord, la contrainte, un stockage à froid. Puis, on va rajouter des molécules, je vais appeler des molécules de durcisseur. Et pour que la réaction se fasse, je vais chauffer. C'est un processus thermoactivé, la réticulation. Et donc, je reprends, mon matériau qui était stocké, j'en prends une certaine quantité que je mélange avec des molécules de durcisseur, je monte la température et je vois qu'est-ce que j'ai fait. Si je compare ce jerrycan par rapport à là, j'ai commencé à faire des petites connexions entre chaînes. La réticulation a démarré, mais mon matériau n'est pas fini. Ce que je vous ai dit, la polymérisation n'est pas finie. On aura un matériau intéressant que lorsque j'aurai fini ma réaction complète. Là, mon matériau est intéressant. Et une fois qu'il sera obtenu, c'est irréversible. Je ne peux pas revenir au prépolymère. Pourquoi? Parce que j'ai fait des liaisons covalentes. Donc ça, c'est du définitif. Donc, quels sont les mots-clés? Ce qu'on obtient après le mélange du prépolymère avec un durcisseur et en augmentant la température, eh bien, on obtient un matériau réticulé, donc structure tridimensionnelle. Ça, c'est fait grâce à de la chaleur, processus thermoactivé, et c'est une réaction complètement irréversible. Je vais commencer par prendre comme exemple les polyesters insaturés. Voici un polyester que vous allez acheter. Là, on est dans le contexte
d'un quelqu'un qui travaille dans les composites. Je ne suis pas là pour faire du polymère. Je vais faire un prépolymère. Non, c'est pas une bonne idée ce que tu dis, Jules, parce que on veut figer notre matériau. Donc il faut que ça soit toujours la même chose. Et donc on va faire en sorte qu'on réticule jusqu'au bout. Pourquoi? D'abord, ça évite que les propriétés évoluent au cours du temps. Premier point. Deuxième point, les petites molécules que tu as accrochées plastifient le matériau, donc ont une action à l'ATJ. Et ces petites molécules, si elles ne sont pas accrochées, vont migrer à la surface et à la fin, vont partir dans l'air. Et du coup, cette plastification n'est pas non plus définitive. Donc tout ce qui n'est pas définitif, ça ne nous plaît pas. On veut obtenir un matériau qui a des propriétés qui répond au cahier des charges et qui s'y colle, qui ne bouge pas. Ok? Donc on va aller jusqu'au bout. Alors, encore une fois, je disais que la première, le prépolymère, je répondrai à cette question, Gariba, après avoir parlé plus de la chimie. Si j'oublie, tu me la ressors, ta question. Alors, je prends l'exemple, vous allez acheter votre prépolymère. Encore une fois, vous allez le prendre en fonction du cahier des charges que vous voulez. De façon qu'il vous fasse une résine semi-rigide, rigide ou souple. On va un peu plus donner du détail là-dessus. Vous allez acheter le bon prépolymère qui vous convient. Je vais juste un petit peu le disséquer, le regarder. Ici, R, c'est du carbone et de l'hydrogène, quelque chose qui est complètement saturé. Ici, donc, ça a été obtenu à partir d'un diacide saturé. Ici, on voit que on a une autre perle, un autre monomère, un diol. Ici, et lui est nécessaire pour faire notre objectif, les résines thermodurcissantes. C'est un diacide qui porte la double liaison que je vais pouvoir exploiter pour réticuler ce prépolymère. Et donc, quand on veut doser une certaine quantité, enfin un nombre de connexions, on va mettre des diacides qui ne réticulent pas, des unités diacides qui ne réticulent pas, et des unités diacides qui réticulent. Comme ça, on peut doser la quantité de ponts entre les chaînes. Et encore, là, on retrouve une unité diol. Est-ce que pour vous, vous voyez facilement ce découpage du prépolymère tout fourni, acheté tel quel? Mais moi, je le regarde entre chimie, c'est bien, je vois un monomère diol, un monomère diacide, un monomère diol et un autre type de diacide que celui-ci. Celui-ci ne se réticule pas, celui-ci se réticule. Donc lui, il est capital, sa présence est capitale. Et puis quand vous allez l'acheter, le fournisseur va vous donner des caractéristiques. Une caractéristique qui est très importante pour vous, c'est la viscosité. Si c'est une viscosité élevée, c'est un problème. On va évoquer des solutions, on a des idées. Si c'est une viscosité faible, comme là, si ce prépolymère fait 1000 à 4000 grammes par mol, il a une viscosité tout à fait raisonnable qui va permettre, qui va fluer facilement et mouiller facilement le renfort. Ça, c'est important pour la mise en œuvre. Bon, tout ça, je crois que c'était donné sur eCampus. Je peux passer? Ok, on continue. Voyons maintenant comment sont constitués ces polyesters. Alors, c'est pas à apprendre, c'est la philosophie qui est à apprendre. On va utiliser des diacides insaturés qui va nous permettre de réticuler les chaînes entre elles, des diacines saturés et des diols. Et chacun a une caractéristique qui lui est propre. Si vous prenez des molécules monomères qui ont des noyaux aromatiques, très souvent, voilà, on a ça, eh bien on sait que c'est des matériaux qui vont être beaucoup plus résistants en termes de propriétés, beaucoup plus rigides. Ça apporte de la rigidité. On l'a déjà évoqué. Si vous utilisez des monomères, vous avez une succession de CH2, 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 vous avez plein de rotations
entre ce carbone-là et ce carbone-là. Je fais un petit dessin. Ici, vous avez des rotations par l'apport de chaleur, ça tourne, et le matériau est souple. Si vous prenez des monomères qui ont des atomes halogènes, ça va donner plutôt un matériau qui résiste mieux au feu. Voilà. Donc en fonction du type de monomère qui a été utilisé pour faire votre prépolymère, eh bien, vous pouvez varier tout un tas de propriétés. Principalement, je vous dis, souple, mi-rigide, rigide, puis d'autres propriétés, comme l'exemple que je viens d'évoquer, la résistance au feu. OK? Qu'est-ce que je veux dire d'autre? On rappelle, ici c'est un monomère, qu'un noyau aromatique, c'est dans la catégorie saturée. Je ne peux pas utiliser ces doubles liaisons pour réticuler. Donc ça va être dans la catégorie qui est là. Premier point. Certains auront peut-être besoin qu'on revoie un peu la chimie ensemble. De temps en temps, je parle de monomère diacyle ou de anhydride. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai peut-être mis une feuille blanche derrière pour faire un petit topo. Non. Est-ce que je peux faire ça? Mais on le fera aussi en TD1. J'aimerais peut-être quand même... Je vais trouver une feuille blanche dans mon truc pour vous... Voilà, une feuille blanche. Quelque chose qui va nous servir en TD. Supposons que vous utilisez... Je vais présenter cette molécule-là. Et donc un anhydride. Ok? Quand il va polymériser, il va s'ouvrir pour donner alors, je vais vous donner dans le hein. Connexion ester avec les voisins. Voisin de gauche et voisin de droite. Connexion ester avec le voisin de droite, connexion ester avec le voisin de gauche. Conclusion, ça c'est un anhydride. J'obtiens la même unité si je pars de son homologue diacide. Faut que vous ayez ça en tête. L'intérêt des anhydrides par rapport aux diacides, les anhydrides sont extrêmement réactifs. Ça conduit à la même unité. Voilà, c'est pour ça que dans la liste des monomères, vous avez comme monomère aussi bien des diacides que des anhydrides. Parce que quand les anhydrides s'ouvrent, ça donne la même unité dans la chaîne polymère que si on avait utilisé un diacide. Est-ce que ça va, ça? Voilà, donc c'est moins usuel les anhydrides. Je sais que pour certains, ça va peut-être un petit peu les ralentir ou les déstabiliser, parce qu'on connaît plus les diacides, ils sont plus souvent présentés en cours. C'est exactement pareil. L'intérêt de chimiste, un anhydride, il les aime beaucoup. C'est bien plus réactif qu'un diacide. Dans le polymère, on a la même unité une fois qu'ils ont été insérés, ces deux monomères. Ok, vous avez vu le pendant? Est-ce que je peux effacer? Non, j'efface. Il n'y a pas d'objet. Ok, on efface. Ok, donc, à ma page de présentation des monomères. Encore une fois, ça c'est votre fournisseur qui va, en fonction de votre demande, synthétiser le bon polyester en utilisant ce monomère-là, ou plutôt celui-là, combiné avec celui-là, ou plutôt celui-là, en fonction de ce que vous lui demandez. Ok? C'est pour comprendre un peu mieux qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui va être corrélé. Enfin, c'est important de comprendre la corrélation entre propriété et structure chimique. Voilà, mais sinon,
Quelles sont l'idée? Je vais répéter les idées intéressantes à retenir. Si vous avez des monomères avec des noyaux aromatiques, c'est plutôt des chaînes polymères qui vont être rigides. Si vous avez une succession de carbone aliphatique, ça va être plutôt un matériau souple. Anecdotique, un peu plus, c'est si vous utilisez des monomères avec des atomes d'halogène, ils résisteront mieux en température. Et deuxième point à connaître, que vous utilisez un anhydride ou son homologue diacide, une fois polymérisé, l'unité est la même dans la chaîne polymère. Voilà. Mais vous voyez que sinon, on n'apprend pas tout ça par cœur. Vous avez mis les structures pour essayer de faire le parallèle entre propriété et composition. Maintenant, on commence un petit peu à rentrer dans le sujet. Il nous reste quelques minutes. On a notre prépolymère qu'on achète tout fait. Nous, il faut faire la réticulation. On va faire une polymérisation radicalaire entre les unités. En arrière, je vais polymériser ces doubles liaisons qu'il y a dans la chaîne polymère comme si c'était un petit polymère, un petit monomère, comme si c'était une petite molécule de monomère insaturée que vous avez l'habitude de connaître, de manipuler. Et donc, je vais faire une copolymérisation. Je vais ouvrir ces doubles liaisons qui sont comprises dans la chaîne polymère en faisant une polymérisation radicalaire avec qui? Monsieur les candidats sont là. Je peux copolymériser mon prépolymère avec du styrène et tous les membres de sa famille. Alors, qu'est-ce que c'est les membres de sa famille? Alpha-méthylstyrène. Donc, styrène. Un trou. Styrène, tout le monde le connaît. Je vais le faire évoluer. Ok. Aliphatique. Alors, cette molécule va être considérée comme un monomère saturé. Parce que entre ces fonctions réactives, j'ai du carbone, j'ai que des liaisons simples. D'accord? Ici, entre les fonctions réactives, acides, j'ai la double liaison. Donc ça serait considéré qu'un monomère insaturé. Saturé et aliphatique, c'est pareil. Pardon, c'est peut-être ça qui vous a perturbé. Ça, c'est un monomère pour les deux fonctions réactives. J'ai que des liaisons simples. Monomère saturé ou dit aliphatique. Ok? Je reviens maintenant. Donc, la réticulation se fait en faisant quoi? Donc, je reviens là. Je l'ouvre. Je vais juste présenter ça. On va copolymériser la double liaison qui est contenue dans la chaîne polymère de polyester avec un monomère que vous connaissez. Donc, j'ai le styrène ou tous les membres de sa famille. Donc, j'ai les. On a l'alpha-méthylstyrène. Donc, je vais mettre un méthyle ici. Premier membre de la famille. Okay. Un autre membre de la famille, j'enlève le méthyle, je mets un H. Le chlorostyrène, très souvent ils sont en para. Là, vous pouvez le mettre ailleurs. Un autre membre de la famille, c'est pas un chlore que je mets ici, mais c'est un terbutype. Enfin bref, toute la famille du styrène. Ok? Ça, c'est un monomère possible. Autre monomère possible, vous connaissez, j'ai mis que l'acronyme MMA, méthacrylate de méthyle. Ça, c'est du connu. Et après, ce qui est moins connu, c'est les deux derniers qui rentrent dans la même famille, ont des fonctions allyliques. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction allylique? C'est ça. Ça, c'est un groupement allyle. Donc lui, il en a deux. Il est difonctionnel. Lui, il est trifonctionnel. Qu'est-ce qu'ils ont tous en commun, ces monomères, avec qui on va faire une copolymérisation radicale? Ils ont tous de la double liaison carbone-carbone qui est capable de polymériser par voie radicale. Liaison carbone-carbone, liaison carbone-carbone, liaison carbone-carbone, MMA. Je remets sa structure.
liaison carbone-carbone. Toutes ces liaisons carbone-carbone vont copolymériser par voie radicalaire pour former notre réseau. Toutes ces liaisons carbone-carbone vont s'ouvrir pour faire des liaisons simples après polymérisation. Voilà. Et bien, écoutez, il est l'heure. Je vous propose qu'on s'arrête à la moitié de ce slide. Je le reprendrai la prochaine fois pour donner d'autres informations. C'est bon pour tout le monde? Eh bien, écoutez, je vous dis bonne journée à tous. Il n'y a pas de questions. Et à la semaine prochaine.